Aujourd'hui, 20 janvier, c'est le jour de la cérémonie d'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Et tous les commentateurs se demandent, est-ce qu'on rentre dans une période tout à fait nouvelle des relations internationales? Est-ce qu'un monde radicalement nouveau commence aujourd'hui? Alors, il y aura des changements. Lorsque le président du pays le plus puissant du monde arrive au pouvoir et qu'il annonce un changement radical par rapport à son prédécesseur, cela ne peut pas être sans conséquences. Pour autant, le monde ne va pas totalement changer. Donc, il y aura effectivement des évolutions, mais le monde ne va pas totalement changer. Quelle est la différence entre Trump 1 et Trump 2? Au niveau intérieur, il n'y a plus de contre-pouvoir. Trump avait pris d'assaut par effraction presque le Parti républicain en 2016. Aujourd'hui, tous les leaders du Parti républicain sont ralliés à lui. Il n'y a pas d'opposition interne et l'ensemble de ceux qui seront nommés au poste de responsabilité sont des fervents partisans de Donald Trump. Il a pour lui les deux chambres, celle des représentants et le Sénat, légalement la Cour suprême. Il a obtenu un vote massif et sa volonté un peu de revanche par rapport à sa défaite de 2020 est clairement affirmée. Donc en fait, au niveau interne, il n'y aura pas de contre-pouvoir, sauf peut-être les réalités. Est-ce qu'il sera facile, comme il l'a annoncé, d'expulser 10 à 12 millions d'étrangers et n'ayant pas de titre de séjour sur le sol américain, sans par ailleurs que cela ait des conséquences sur l'économie américaine? Est-ce qu'il pourra vraiment faire tout ce qu'il veut? Non, peut-être pas. Mais en tous les cas, au niveau intérieur, il a toutes les clés du pouvoir. Au niveau international, bah, ça va dépendre. Est-ce que les contre-pouvoirs se mettront en place ou est-ce que chacun va essayer de s'en sortir le mieux possible et d'apparaître comme le plus loyal, voire le plus obéissant à Donald Trump pour éviter les foudres du président américain? Il faudra voir effectivement comment trois pays qui ont été directement mis en cause par Donald Trump avant même d'être investis, le Canada, le Danemark et Panama, réagiront. Enjeu majeur, le Proche-Orient, il est très proche d'Israël, mais en fait, il faut reconnaître que c'est lui qui a obtenu que Netanyahou accepte un cessez-le-feu qu'il refusait jusqu'ici. Et donc Netanyahou avait refusé le cessez-le-feu proposé par Biden en mai 2024, qui était à peu près les mêmes termes que celui qu'il a accepté. Ça prouve donc que Trump a plus de moyens de pression sur Netanyahou que Biden n'a jamais voulu en avoir ou essayer d'en avoir. Mais en même temps, on va voir s'il va permettre carte blanche pour le développement de la colonisation en Cisjordanie et voir s'il va ou non permettre le rétablissement de colons à Gaza. Est-ce qu'il va accepter qu'Israël bombarde l'Iran massivement comme Netanyahou le réclame depuis déjà très longtemps, depuis qu'il est revenu au pouvoir? En fait, là, il y a une différence entre Trump 1 et Trump 2, c'est que sous Trump 1, les Saoudiens étaient très proches des Israéliens par peur de l'Iran. Aujourd'hui, ils ont rétabli leurs relations diplomatiques avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Ils se sont éloignés d'Israël du fait des bombardements massifs israéliens sur Gaza. Sur l'Ukraine, il avait dit qu'il réglerait cette question en 24 heures. Ça sera évidemment plus long, mais il faut admettre qu'il a une approche plus réaliste que Biden. Je dis déjà depuis longtemps que Zelensky ne pourra pas, comme il le souhaitait, récupérer tous les territoires perdus depuis le début de la guerre, même si cet objectif était légitime et conforme au droit international, mais il n'est tout simplement pas réaliste du fait du rapport de force. Et on pourra continuer la guerre des mois et des mois et des mois, eh bien, il n'y aura pas de récupération des territoires perdus, il y aura juste plus de morts, plus de mutilés, plus de blessés, et on voit que de plus en plus les Ukrainiens veulent échapper à la mobilisation et que l'armée ukrainienne recule un peu plus. Mais l'Union européenne est au cœur de la tempête, puisque si nous sommes des alliés stratégiques, et plus encore depuis la guerre en Ukraine, Trump considère que l'Europe est un ennemi économique. Et les milliardaires du numérique qui l'entourent, après s'être opposés à lui, eh bien, pensent la même chose. Donc, il y aura une volonté de détruire la régulation européenne et d'imposer des tarifs et de demander aux Européens d'acheter un peu plus d'armes encore aux États-Unis. Là, la différence entre Trump 1 et Trump 2, c'est que Trump 1 faisait ses premiers pas sur la scène internationale lorsqu'il arrivait au pouvoir. Il avait en face de lui une commission assez forte et 2 leaders européens, Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui étaient à la tête, d'États assez solides et qui étaient eux-mêmes solides sur leur base politique. Madame Merkel n'est plus là, Olaf Scholz va quitter le pouvoir prochainement, Emmanuel Macron est affaibli par des questions de politique intérieure et l'Allemagne et la France connaissent une crise de déficit pour la France, économique pour l'Allemagne. Donc ils sont nettement moins puissants et la Commission l'est également moins. Madame von der Leyen, qui réclamait la mise en place, d'une commission géopolitique, se fait beaucoup plus discrète et la nouvelle responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, Madame Kaja Kallas, a pour principal objectif la menace russe et donc elle va très certainement être le plus accommodante possible par rapport aux demandes américaines. Ce qui change aussi, c'est bien sûr le poids des géants du numérique, Elon Musk en premier lieu.
qui va vouloir, peser de tout son poids pour défendre à la fois ses convictions idéologiques, un peu eugénistes, un peu suprémacistes et aussi ses intérêts et donc déréguler au maximum et en fait, même s'il y a une guerre d'ego par la suite entre Trump et Elon Musk, il ne pourra pas se débarrasser d'Elon Musk très facilement dans la mesure où, Elon Musk, quoi qu'il arrive, restera à la tête de Tesla, de X et de Starlink. Et bien sûr, les 2 gros entrent en jeu mêlés, c'est la Chine. Comment va s'établir la relation? Les Chinois n'ont pas intérêt à une guerre ouverte avec les États-Unis, mais les États-Unis non plus. Et Trump peut vouloir taxer effectivement les produits chinois qui arrivent aux États-Unis, mais ça va créer de l'inflation et peut-être une crise économique. Et Elon Musk n'est pas d'accord avec ça parce que lui a d'énormes intérêts économiques en Chine. Et puis les BRICS, c'est un véritable enjeu parce que si Trump veut les prendre frontalement comme il aime à le faire avec les autres protagonistes sur la scène internationale, bah, il va se heurter à un mur parce que même si les BRICS, on le sait, sont très divers, ont des intérêts divergents, différents, ils vont se mettre d'accord pour ne pas subir la loi parce qu'ils ne veulent plus être dirigés par les États-Unis. Ils peuvent, certains d'entre eux, avoir un partenaire américain, mais pas un patron américain. Et là, la réalité pourrait être défavorable à Trump. Son grand rêve, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix et donc on va voir comment il va le faire et donc il ne va pas lancer son pays dans la guerre, mais il va y avoir une politique très brutale, très confrontationnelle sur le plan des tarifs douaniers, sur le plan des sanctions et donc la grande question, c'est de savoir comment, le reste, du monde va s'organiser de façon éparpillée ou de façon conjointe et cette question se pose très fortement pour l'Union européenne.